Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer un exercice qui pour moi va être difficile, puisqu'il s'agit pour un forestier de ne pas parler de forêt. Donc, ça va être un nouveau défi. Alors, j'interviens cet après-midi, non pas pour parler de forêt, mais effectivement pour parler du lien qui unit l'arbre et le climat, et notamment à l'aune des changements climatiques que nous connaissons. Donc c'est applicable aussi bien aux arbres forestiers qu'aux arbres des bocages EDM, même si on a vu ce matin que leur comportement était parfois sensiblement différent et qu'on avait encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais tenter de vous synthétiser l'état actuel des connaissances d'un groupement scientifique donc, qui est composé de l'INRA et de l'ONF par rapport au phénomène de résistance des arbres à la sécheresse. Puis ensuite, on va parler de migration des arbres naturels ou artificiels. Et là, ça pourra d'autant plus vous intéresser, parce que depuis ce matin, j'ai entendu parler de plantation de haies, de plantation de futurs arbres-trognes. Donc là, on pourra facilement s'identifier au diaporama. Vous pouvez attaquer. Donc, tout d'abord, un rapide rappel du constat, mais j'imagine que la majorité de l'Assemblée est parfaitement au fait. On a sur la France continentale un climat donc, qui a tendance à se réchauffer d'environ 1 demi-degré par décennie sur les Alpes, donc c'est plus rapide qu'ailleurs. Une ville comme Namur a pris 2 degrés en 50 ans environ, donc ce qui est assez colossal, puisque c'est le fameux 2 degrés qu'on nous annonce à ne pas dépasser pour 2050. Et ben nous, en fait, on l'a déjà pris depuis une cinquantaine d'années. On constate notamment, et c'est là une conséquence pour les arbres qui va vraiment nous intéresser, c'est que les étés sont de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Et en fait, l'arbre, c'est une pompe à eau et un énorme système transpirant. Et en fait, c'est surtout en été qu'il va avoir besoin d'eau. Et donc, du coup, le manque d'eau induit un paquet de conséquences que nous allons rapidement survoler. Les scénarios climatiques sur lesquels les services de recherche de l'INRA et de l'EDF travaillent, donc, les voici. Donc, les fameux RCP, donc développés et vulgarisés par le GIEC. Le RCP 2.6, on n'en parle plus. Hein, la vérité, c'est qu'il est déjà, on est déjà hors des clous pour l'atteindre. Et actuellement, on est sur la trajectoire du pire. Donc, clairement, on est sur la trajectoire du scénario 8.5. Donc le scénario où on continue comme d'habitude, donc en espérant qu'on n'y aille pas, un scénario qui va nous emmener vers un réchauffement à l'échelle mondiale de 4,5 degrés à la fin du siècle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, eh bien, ça se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Parce que la moyenne mondiale, c'est des océans et des terres. Donc déjà, les océans, eux, se réchauffent moins vite que les terres, forcément, parce que l'eau, ça tamponne. Et en plus, en France, et notamment dans la moitié sud du pays, les modèles climatiques prévoient un réchauffement plus important que la moyenne mondiale. Donc très concrètement, ce scénario 8.5, c'est une augmentation de température annuelle de l'ordre de 6 degrés, ce qui serait absolument catastrophique. Alors, on va avoir un petit peu d'optimisme. Hein. On va dire qu'il va y avoir une politique ambitieuse qui va nous emmener vers un peu moins. Allez, on va imaginer plus 3 degrés à la fin du siècle. Et ça veut dire déjà une remontée des étages de végétation énorme, à la fois du sud vers le nord du pays et à la fois du bas des montagnes vers le haut. Les conséquences de ce changement, je ne vous ai pas montré une diapo sur plein d'arbres qui sont morts de sécheresse, je pense que vous en avez déjà assez vu dans les médias. On a des conséquences un peu plus originales, qui sont un allongement de la saison de végétation qui a été mesuré, donc là c'est du factuel, et il y a une foultitude d'autres conséquences sur l'arbre. Et le problème, c'est que l'arbre, contrairement aux hommes, et même aux animaux qui peuvent se mettre à l'abri, et pour les hommes de brancher la clim, l'arbre, lui, va rester les pieds posés sur ses racines et va devoir subir les fureurs du climat. Et le souci, c'est qu'avec le changement climatique, on a un problème de réservoir d'eau. Très concrètement, un arbre, qu'il soit en peuplement forestier ou en arbre isolé, eh ben, il est assis sur un verre d'eau. Voilà, un verre d'une taille fixe. Et ce verre, il va avoir tendance à se remplir en hiver avec les pluies hivernales, comme en cette saison, d'autant plus qu'il n'y a pas d'évaporation.
Et ensuite, en été, les feuilles sortent, l'arbre se met en végétation, et suivant la température, eh bien, on va avoir un verre d'eau qui se vide. Et le problème, c'est que la taille du verre d'eau n'étant pas inextensible, si on rajoute 1, 2 ou 3 degrés, le verre d'eau est vide, et c'est là qu'on a un stress pour l'arbre. Ce stress, comment il a été réellement étudié? Eh bien, en fait, les scientifiques de l'INRA, donc du laboratoire de Clermont-Ferrand, qui se sont vraiment penchés sur ces mécanismes, ont trouvé un phénomène qu'on appelle la cavitation. La cavitation, c'est qu'en fait, l'arbre, il va absorber l'eau, un peu comme nous, on va boire dans un verre, mais avec une paille. On va appliquer une pression, et on va aspirer l'eau. Et c'est un peu finalement... Et c'est un peu finalement le phénomène qui se passe dans les tissus de l'arbre. Donc on va avoir une pompe, et plus le sol va être sec, plus l'arbre il va devoir forcer pour aspirer de l'eau. C'est comme si la paille devenait de plus en plus haute. Et au bout d'un moment, eh ben, l'arbre n'arrive plus à pomper le peu d'eau qui reste dans le sol, et on a une rupture. Donc, comme dans une paille, hein, l'eau n'arrive plus à monter en haut, et c'est là que nous avons des phénomènes de dépérissement, d'abord de petites branches, des feuilles qui vont se flétrir, puis des phénomènes de plus en plus massifs à l'échelle de l'arbre. Donc ça, c'est le phénomène de cavitation. Et en fait, tous les arbres, toutes les espèces, quel que soit si c'est des feuillus, des résineux, des arbustes, des arbres, réagissent exactement de la même manière. À partir du moment où le sol il commence à sécher, on va avoir donc une fermeture des stomates, on en a parlé ce matin. Et au bout d'un certain délai, qui est variable suivant l'endroit où est installé l'arbre et suivant l'espèce, on va avoir des phénomènes, l'arbre va se mettre en mode survie. Donc on va avoir des dessèchements, il va perdre une quantité d'eau dans les tissus mous, donc dans les feuilles. On va avoir un dessèchement des feuilles. Les feuillus vont larguer les feuilles, un phénomène qui se voit bien dans les hêtres. Les hêtres, ces derniers étés, alors pas l'été là, mais les étés 2018, 2019, 2020, les hêtres grillaient au mois d'août. Voilà, ils perdaient volontairement leurs feuilles pour pouvoir survivre. Parce que s'ils ne perdent pas vite leurs feuilles, en fait, ils vont continuer à aspirer de l'eau. Et c'est là qu'on va avoir le phénomène de cavitation qui est très proche du phénomène de mortalité. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'en fait, en faisant des tests en laboratoire, on s'est aperçu que cette résistance donc, à la cavitation, donc cette résistance finalement à la sécheresse, elle était vraiment dépendante du type d'espèce. Ça paraît une lapalissade, mais effectivement, un olivier, ça résiste beaucoup mieux à la sécheresse qu'un frêne. On a vraiment une capacité à absorber de l'eau, cette fameuse force qu'on va mettre sur la paille, qui est beaucoup plus forte sur l'espèce olivier que sur l'espèce frêne. Vous avez en haut, alors c'est juste schématique, hein, on ne va pas tout regarder bien sûr, à peu près toutes les espèces d'arbres qu'on peut trouver en Europe, et on a étudié le moment où plus de 50% de leurs canaux eh bien, étaient bouchés par le phénomène de cavitation. Et on a observé que ce phénomène était vraiment dépendant, avec des modèles statistiques qui sont robustes, par rapport au type d'espèce. Et c'est ce qui fait qu'en Méditerranée, on n'a pas le même cortège de plantes qu'en Matésine. Et qu'on a donc des plantes typiques des habitats humides et d'autres typiques des habitats secs. Alors c'est sûr, on a une variabilité intraspécifique qui est plus ou moins importante suivant les espèces. Voilà, suivant les arbres, il y en a qui vont résister et d'autres qui ne vont pas résister. On a également des phénomènes d'acclimatation, on a des phénomènes d'épigénétique, on en a un petit peu, il y a des intervenants ce matin qui en ont parlé, des arbres qui vont progressivement muter ou qui vont faire une descendance plus adaptée à la sécheresse. Mais pour une espèce donnée, ce phénomène va rester minoritaire. Sur le schéma de gauche, en fait, on a appliqué le modèle RCP 8.5, donc le modèle du pire, et on l'a transcrit en fait en mégapascales. Donc les mégapascales, c'est la force d'aspiration dans la paille. Et en fait, on est allé jusqu'à 2100. Et là, vous avez, donc, pour une espèce donnée, l'abondance relative, donc, qui est en courbe de Gauss. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour une espèce donnée, on va avoir une diminution très forte du nombre d'individus au fur et à mesure qu'on va aller vers la fin du siècle. Et à la fin, tout ne disparaîtra pas,
c'est le bleu foncé qu'on a en bas à droite, on va avoir une population résiduelle. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que cette population résiduelle va être suffisamment importante pour arriver à recoloniser le territoire qui aura été passablement dévasté. Alors après, c'est un modèle bien sûr théorique, on espère qu'on n'arrivera pas là, on espère d'autant plus qu'on n'en arrivera pas là, vu que c'est calqué sur le modèle de prévision climatique le plus pessimiste. Donc on a encore heureusement le temps d'infléchir ça. Mais au moins, ce genre de modèle-là est clair. Si on ne change pas radicalement nos façons de faire, on va vers le mur, y compris pour les arbres qui nous entourent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant par rapport à ça? Heureusement, la nature n'a pas attendu l'espèce humaine pour réagir face à des événements dramatiques et s'est adaptée à de multiples crises. Et le phénomène qu'elle a inventé, c'est la sélection naturelle en fait. Donc on en a parlé un petit peu ce matin. La sélection naturelle, c'est la diversification génétique et ça, c'est un levier qui va nous permettre de travailler pour avoir demain des arbres qui naturellement seront plus résistants. En gros, il y a deux phénomènes différents. La régénération naturelle, donc on peut aussi très bien imaginer pour les espèces de haies, c'est pas qu'un terme forestier, donc qui consiste à récupérer le matériel génétique sur place. Encore faut-il après garder des semenciers, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des arbres adultes et qui sont encore fertiles. Et on a une autre façon de procéder qui va être la plantation via une migration assistée. La migration assistée, c'est d'aller chercher une espèce dans un habitat où elle est parfaitement en place et de la remonter chez nous. Typiquement, la personne qui veut planter un olivier dans la Matésine fait de la migration assistée. Il va chercher une espèce qui, pour l'instant, ne pousse pas sur le plateau de la Mure, qui est adaptée à des climats beaucoup plus chauds et plus secs. Il va la remonter là. C'est artificiel. Est-ce qu'une solution est meilleure que l'autre? En fait, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Si on utilise du matériel local, si on se dit, bon, on a une haie de frêne, et on va parier sur la diversité génétique, sur le fait que ces arbres-là vont s'adapter progressivement à un climat de plus en plus chaud et plus sec. Effectivement, on part sur un matériel génétique local qui répond déjà à une utilisation et qui s'est adapté au moins au climat actuel. Donc ça, c'est plutôt vertueux. Il va aussi... on n'a pas les problèmes de mésadaptation après d'autres espèces à une espèce alloctone. Par exemple, quand on plante du Douglas, il n'y a pas de cortège, il n'y a pas d'oiseaux spécifiques du Douglas en France. On a des oiseaux qui s'est habitués à manger d'autres cônes. Et on met du Douglas, forcément, ça pose des soucis. Si on reste dans des espèces locales, on garde un habitat favorable pour la fonge, la flore, la faune. On reste dans des espèces connues. Néanmoins, le petit problème, c'est qu'en fait, l'autochtonie, donc le fait d'utiliser du matériel génétique déjà présent, ce n'est pas forcément la garantie de la meilleure adaptation à venir. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a une espèce sur place qu'elle est forcément la mieux adaptée à la station. Parce qu'on a pu très bien avoir le résultat de goulots d'étranglement génétique, en fait, donc suite à différents phénomènes. On a eu des glaciations qui ont pu éliminer la quasi-totalité d'une population. Il nous reste que quelques dizaines d'individus. On est reparti à partir de ces quelques dizaines d'individus. Finalement, on a une espèce locale, mais qui a une base génétique très faible. Si vous faites varier un petit peu les conditions, aussi bien cette population s'effondre. Et on a également l'empreinte humaine qui est très forte. Sur certaines espèces d'arbres, l'empreinte humaine, le fait d'avoir progressivement défriché les forêts, à isoler des populations les unes des autres. C'est très fort, par exemple, sur le sapin pectiné. On a des sapins pectinés qui se sont mis à devenir différents d'un massif à l'autre, parce qu'en fait, ils communiquent mal entre eux. Heureusement, pour les espèces bocagères du type frêne, notamment le frêne commun, c'est une espèce qui est restée très abondante et où on a moins ce phénomène-là. Naturellement, les arbres, à quelle vitesse ils peuvent migrer? Ça, c'est la question qu'on peut tous se poser, notamment par rapport au réchauffement climatique.
De nombreuses espèces ont été étudiées. Donc, en France, on a un point zéro, quasi zéro, qui s'appelle les grandes glaciations. Donc, la dernière s'est arrêtée il y a à peu près 15 000 ans. Donc, à partir de là, on a regardé via des carottes qui ont été trouvées au fond des tourbières ou des lacs. Et on a retrouvé des pollens et on a pu déterminer à quelle vitesse sont remontées certaines espèces d'arbres. Pour le sapin pectiné, il est revenu dans les Alpes il y a environ 5000 ans. Or, la glaciation, elle s'est arrêtée il y a à peu près 12 000 ans. Donc pendant plusieurs milliers d'années, on a eu un climat qui a été favorable au sapin pectiné, mais il n'y avait pas de sapin pectiné. Il a mis énormément de temps pour revenir depuis le centre de l'Italie, notamment en ce qui concerne les sapins des Alpes. Il a mis plusieurs milliers d'années. Et cette migration, elle s'effectue donc à une certaine vitesse. Là, ici, vous avez donc une première estimation de la vitesse donc de migration naturelle. Et on a calqué les différents scénarios de réchauffement climatique de tout à l'heure. Donc le scénario 2.6 qui est déjà passé, le scénario 4.5 qui correspondrait à une politique climatique extrêmement ambitieuse, et ensuite les scénarios du pire. Et on voit que les espèces d'arbres tempérés, malheureusement, ont une tendance à bouger assez lentement. D'autant plus qu'ils ont des graines lourdes, comme le hêtre. S'ils ont des graines légères, comme le bouleau, ça peut aller un peu plus vite. Pour les animaux, c'est un peu plus facile. Ils ont tendance à migrer un peu plus rapidement. Ça, ce sont des vitesses donc de migration en plaine. En montagne, c'est un peu plus rapide, en fait. L'effet versant fait que les arbres arrivent à remonter un peu plus rapidement. Mais on voit qu'on a quand même un gros décalage entre la vitesse d'avancée moyenne et les scénarios tels qu'ils nous sont annoncés. Ces données-là, eh bien, c'est parti donc de données factuelles qui ont été observées. Donc ici, vous avez la côte atlantique. Donc là, vous allez peut-être en vacances l'été. On a Marine d'Oléron. Donc on a eu une remontée du chêne vert progressive du sud vers le nord et de l'ouest, vraiment de la côte à l'intérieur. Et en fait, cette recolonisation a été observée donc, depuis un siècle et elle a été environ de 100 mètres par an. Bon, le chêne, c'est une espèce à fruits assez lourds et même s'il est disséminé un petit peu par les animaux, c'est assez lent. Et c'est très inférieur à la vitesse d'évolution du climat. Donc d'un facteur donc de 100 à 5000 mètres, ça fait une sacrée différence. On est 50 fois plus vite. Une autre bilan sur la migration naturelle donc, qui a été observée, donc ça c'est en Grande-Bretagne en fait. Donc suivant les différents genres, on va retrouver notre frêne, donc, qui est une essence très fréquente, et le tilleul aussi, deux essences très fréquentes en tétard. On est sur des vitesses de l'ordre de 50 à 200 mètres par an. Plus vous avez un climat froid, plus l'espèce en plus va migrer lentement. À l'opposé, des espèces avec des graines plutôt légères vont avoir tendance à aller beaucoup plus vite. Les pins, par exemple, eux, ils peuvent bouger beaucoup plus rapidement. Comment on fait à partir de là pour éventuellement donner un petit coup de pouce à la nature? Donc il y a plusieurs approches. Là, c'est ce que nous faisons en forêt, mais c'est ce que vous pouvez également faire pour ceux qui ont des projets de plantation de haies ou d'espèces pour les bocages, c'est d'utiliser des provenances en fait, qui viennent déjà d'endroits un petit peu plus secs et un petit peu plus chauds. On a constaté que sur le chêne sessile, donc ça c'est le diagramme de droite, on a une certaine variabilité pour la résistance à la sécheresse. Ça c'est la résistance au déficit hydrique. On a quand même une marge entre deux provenances, donc entre deux forêts de chêne sessile. On ne va pas avoir la même résistance à la sécheresse. Donc l'idée, c'est d'aller prendre des glands de chêne dans des forêts méditerranéennes, et même à l'intérieur d'une même espèce, et de les remonter quelques centaines de kilomètres plus au nord. Cette idée, elle est assez récente, et en fait, on n'a pas encore le recul aujourd'hui pour dire si c'est une bonne idée ou pas. Parce qu'en remontant comme ça une espèce du sud, on prend aussi un risque. Est-ce qu'elle va être plus sensible finalement au froid, par exemple, et que comme de temps en temps on a quand même des hivers qui sont un peu rudes, peut-être qu'elle va mourir. Donc tout cela reste expérimental.
Mais on reste à l'intérieur d'une même espèce. Une autre approche, c'est d'aller chercher une autre essence. Donc là, toujours pour ce qui est du chêne, donc ce matin en plus on a beaucoup parlé, il y a eu le chêne vert, il y a eu le chêne à pata negra, donc on va rester un peu dans cette espèce-là qui est très intéressante. Des chênes, il y en a à peu près une trentaine dans le bassin méditerranéen, une trentaine d'espèces différentes. Donc ça nous laisse un gros pool génétique, on va dire, pour travailler. 30 espèces de chênes qui ont poussé dans des conditions très différentes. Et finalement, suivant la solution qu'on va prendre, on va être plus ou moins efficace pour s'adapter à un climat plus chaud et plus sec, mais on va prendre aussi plus ou moins de risques. Si on part du chêne pubescent, donc un des chênes les plus présents dans la moitié sud de la France, on peut se dire je vais juste prendre du chêne pubescent, mais un petit peu plus au sud. Voilà. Au lieu d'être dans les Hautes-Alpes, je vais prendre du chêne pubescent qui pousse dans les Alpes-Maritimes à basse altitude. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre une provenance voisine vers le sud. On va avoir une très forte similarité, ça ne va pas beaucoup changer de choses pour le cortège local. On peut avoir les mêmes insectes qui vont pouvoir se développer sur le chêne pubescent des Alpes-Maritimes. Par contre, on ne sait pas si ça aura un impact suffisant pour arriver à développer l'arbre de manière correcte. Une autre approche, après, c'est d'aller chercher un chêne plus résistant à la sécheresse, par exemple du chêne vert, donc les chênes du bassin méditerranéen. Là, on sait qu'on va être probablement un peu plus efficace en termes d'adaptation au changement climatique. Par contre, on va modifier notre cortège faune et flore. Et là, c'est des points d'interrogation. On ne sait pas ce que ça peut donner. Et après, si on veut vraiment jouer aux apprentis sorciers, on va aller chercher des espèces carrément d'un autre continent et d'un autre genre. Mais là, avec des risques un peu plus importants. Pour donner un petit peu de concret, donc on a une opération là sur le plateau de la Matésine, donc qui s'appelle Chêne des Alpes, où en fait on va enrichir donc très ponctuellement des forêts où il y a du chêne sessile, avec 6 à 8 espèces différentes de chênes en provenance du bassin méditerranéen. Là, en bas à droite, vous avez un chêne des Canaries, en fait, qui provient d'Andalousie. Donc ça, c'est une approche, c'est une façon de faire. On reste dans les chênes, mais avec d'autres espèces. Ça, c'était pour le côté migration. Après, finalement, estimer le climat de demain, comment on fait? Donc il y a les modèles du GIEC, mais finalement, pour notre champ, pour notre territoire, pour notre commune, on peut se dire comment je vais faire pour anticiper au mieux un climat dans 50 ans ou dans 100 ans qui va changer. Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, l'ONF et l'INRA et d'autres organismes de recherche se sont associés pour mettre en place des modèles prédictifs. Donc un modèle prédictif, en voici un, que je vais très rapidement résumer, c'est Climessence. Donc Climessence, c'est un site internet auquel vous pouvez accéder. C'est maintenant ouvert normalement à tous. Et ça ouvre tout un tas de petites fonctionnalités donc, que je vais rapidement présenter. On a donc une représentation de toutes les espèces forestières françaises avec des critères de résistance à différents facteurs de pression, notamment la sécheresse et la chaleur, mais aussi le froid. Et on a des modèles de compatibilité climatique. Donc, j'ai fait tourner pour aujourd'hui le modèle de compatibilité climatique pour le frêne commun sur le secteur de Lamure-Nantes-Ratier. Donc un secteur où il y a énormément de frênes qui ont été traités en trogne. Donc quand vous avez du vert, on est climatiquement compatible dans une classe de fertilité moyenne pour le frêne. C'est la situation qu'on constate en haut à gauche. Le rouge, c'est le haut des montagnes, c'est les zones où le climat est non compatible. Donc typiquement, c'est les endroits où pour l'instant il fait trop froid. Et en fait, si vous descendez en bas, donc c'est en 2070, donc en scénario intermédiaire et en bas à droite en scénario pessimiste, et on voit qu'on a quelque chose qui vient par le bas du Drac, de la vallée du Drac et de la Jonche. C'est un climat en fait qui devient trop chaud et trop sec pour l'espèce frêne, sauf s'il y a une bonne compensation stationnelle. Si vous avez un sol très profond et que vous avez une rivière qui coule à côté, c'est sûr que vous aurez toujours possibilité d'avoir de jolies frênes. Mais si maintenant vous êtes sur un coteau,
il y a des chances assez fortes pour que vos frênes ils aient des soucis. Bon, ça, ce sont des modèles climatiques qui sont à prendre avec une certaine retenue. Déjà, il s'arrête en 2070, et le changement climatique, eh ben, il va probablement pas s'arrêter en 2070. Et puis, c'est pas grand-chose par rapport à la vie d'un arbre. On ne tient pas compte du sol. Donc, c'est suivant si vous êtes sur un coteau exposé au sud ou au fond d'une vallée alluviale, forcément, le résultat n'est pas le même. On ne sait pas quelle va être l'évolution des parasites avec le changement climatique ou même ne serait-ce qu'avec les mondialisations, et mon collègue Gilles va vous en parler juste après. Et ensuite, tout en bas, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, ça veut dire que globalement, c'est des chances de présence d'une espèce. Mais c'est pas parce qu'on est en zone rouge qu'on n'aura plus de frênes. Ça veut juste dire que globalement, ils vont avoir beaucoup plus de mal à bien se développer. Du coup, on essaye de faire des modèles un petit peu plus solides en tenant compte du sol. Voilà, ce qui est un facteur important. Donc là, j'ai fait un modèle très rapide donc sur la forêt communale de la Mure. Je suis désolé, je dois reparler un peu de forêt, parce qu'en fait, on n'a pas développé cet outil pour des zones non forestières. Ben, en vert, tout va bien donc dans 50 ans, et quand on va vers l'orange, il y a des risques que le climat soit trop sec. Et là, sur la Mure, donc à proximité, on est à 1 km à peu près du ciné-théâtre, à la même altitude, on a actuellement beaucoup de frênes d'ailleurs, des érables, différentes espèces d'érables, du chêne Cécile, et on voit que dans 50 ans, si on n'infléchit pas massivement les politiques qu'on a de rejet d'effets de gaz à effet de serre, on va avoir de gros problèmes pour le chêne Cécile et pour les érables. Et par contre, on va avoir des espèces qui pour l'instant n'ont rien à faire ici, qui vont trouver des conditions climatiques beaucoup plus favorables. Au final, pour choisir quel arbre planter, si on est dans des phases de régénération, donc de plantation ou d'assistance à une régénération naturelle, il faut d'autant plus maintenant se poser la question du climat présent et à venir, du choix de l'espèce, parce qu'on a vu qu'il y a énormément d'espèces qui sont aptes à fournir un service à l'écosystème, et de bien étudier la station locale sur laquelle on va mettre l'arbre. Plus que jamais, il y a moins de place au hasard qu'avant. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. J'avais une question, c'était est-ce que le fait de faire venir une autre espèce par exemple à la Mure, ça peut faire disparaître l'espèce locale qui est là du coup actuellement? Alors, ça dépend en fait si l'espèce elle est déjà proche de l'espèce locale. C'est pour arriver à éteindre une espèce par une autre, en fait, il faudrait massivement planter cette espèce-là. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà observé, mais dans des contextes extrêmement particuliers, sur des toutes petites stations. Vous avez une montagne isolée, vous avez une petite population d'une espèce, vous plantez tout autour 1 million d'arbres, là vous en aviez 100 naturellement, là vous allez risquer en fait de faire une extinction de gènes. Voilà, vous allez détruire l'originalité génétique de la population en place. Mais ça, c'est rarissime en fait, parce que pour arriver à noyer comme ça une espèce locale par l'introduction d'un matériel génétique étranger, il faudrait faire des plantations mais énormes, et c'est gigantesque. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les arbres, ils n'ont pas attendu les hommes pour faire de l'hybridation et du voyage génétique. Naturellement, en fait, les gènes se baladent, parfois même entre les espèces elles-mêmes, mais même à l'intérieur d'un même genre, ça se balade sur des milliers de kilomètres. On a, notamment pour le groupe chêne, nous avons des gènes d'espèces différentes dans les génotypes des chênes sessiles ou des chênes pubescents. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tous ces chênes-là s'hybrident, y compris le chêne vert. Le chêne vert et les chênes dits blancs, pubescents, sessiles, pédonculés,
ils ont une capacité de s'hybrider. Pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes. Le chêne vert, c'est des petites feuilles coriaces. Et ben, en fait, ils ont gardé un petit lien de parenté et ils sont encore capables d'échanger des gènes entre eux. Donc, le risque, il est vraiment très localisé. Très localisé. J'avais une question par rapport à toutes les solutions ou les hypothèses de solutions que vous avez proposées pour anticiper ou accompagner le changement climatique. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez déjà plus ou moins choisies ou expérimentées? Alors là, du coup, je vais parler de ce qui se passe en forêt. Voilà, désolé. Donc en forêt, 99% de la surface forestière que gère l'ONF, elle est gérée suivant le principe de régénération naturelle. Donc on va favoriser une diversification génétique avec les parents qui sont au-dessus. On essaye aussi après d'introduire des provenances donc du sud, ce que je vous ai montré. Ça, c'est tout effectivement des choses qu'on fait, mais on le fait très peu. C'est 0,0 quelque chose %. Et on plante aussi un petit peu d'arbres qui viennent d'ailleurs. Donc ça se fait un petit peu. Mais en fait, ça coûte très cher. Il y a des risques. On ne peut pas le faire n'importe où, parce qu'il y a quand même des zones qui sont en Natura 2000, des zones qui sont en zone cœur de parc national. Il y en a pas mal d'ailleurs ici en Isère. Et en fait, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, quand bien même on aurait l'argent. Donc actuellement, on teste les trois. Ce qu'on a observé, c'est que pour certaines espèces, il y a une réelle différence entre les provenances. Mais ce qui est très logique d'ailleurs. Quand vous avez une population d'arbres qui s'est adaptée à un certain climat à 100 km, dans un endroit beaucoup plus sec, forcément, si vous les mettez ailleurs, ils vont quand même garder une certaine capacité de résistance à la sécheresse. Ça, c'est de l'adaptation locale. C'est un petit peu du bon sens. Ce qu'on a malheureusement observé à l'échelle nationale, c'est qu'en fait, les dépérissements des arbres s'accélèrent. On aurait pensé que ça se serait un peu calmé après 2003, mais on a eu une grosse crise les 3 dernières années. Et même cet été où il a plu, en fait, on a quand même des arbres qui sont fatigués. Des arbres adultes qui ont beaucoup puisé dans leurs réserves pour résister aux étés très secs, qui ont du mal à s'acclimater à ce nouveau climat qui bouge trop vite pour eux. Et on craint quand même qu'on aille devant des gros problèmes si on continue comme ça. Du coup, je me demandais, vu qu'on a pas mal d'incertitudes sur ce qu'il faut faire et qu'on a plein de solutions a priori devant nous, est-ce qu'il faudrait pas plutôt, est-ce qu'il ne faut pas envisager des solutions multiples et riches de plein d'essais en même temps pour un peu comme on pourrait imaginer faire la comparaison entre la monoculture et des cultures beaucoup plus diversifiées qui finalement sont plus résilientes? Est-ce que c'est pas une forêt riche de beaucoup d'espèces et de beaucoup d'essais qui pourrait nous permettre d'avoir le plus de chances de perdurer? C'est pas une question, ça. Si, parce que j'ai pas la réponse. Non, mais c'est juste du bon sens, et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de pas rester passif. On essaye d'hétérogénéiser nos massifs au plus possible. On a parlé ce matin d'homogénéité. L'homogénéité, c'est le pire truc qu'on peut imaginer. Donc on essaye de faire de l'hétérogénéité, en espèces, en mode de gestion, en âge. On essaye vraiment d'avoir ce qu'on appelle maintenant une forêt mosaïque, en fait, avec plein de choses différentes. Et on essaye aussi de ne pas trop reproduire les erreurs du passé, et justement, en premier, les monocultures. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Par contre, par rapport aux dernières décennies, là où on commence à avoir moins d'incertitude, c'est que une approche qui est pleine de réussite, c'est la diversité génétique. Donc tout ce qui favorise la diversité génétique, c'est quand même bon à prendre à partir du moment où on n'est pas juste à côté d'une population résiduelle, relictuelle, qu'il faut absolument protéger de l'hybridation. Mais ça, c'est un cas très particulier, il n'y en a quand même pas tant que ça. Bon, j'espère avoir du coup répondu. Un autre domaine, qu'en est-il de l'attaque de la chalarose sur le frêne? Et est-ce que les arbres têtards sont attaqués? Alors, la chalarose, c'est la suite, c'est mon collègue qui est là. Après, il faut raison garder, et on a quand même une résistance des arbres qui est quand même forte. Surtout donc des arbres têtards pour différentes raisons qui ont été évoquées ce matin. On est souvent face à des arbres qui sont adultes, qui ont des racines qui plongent profondément dans le sol.
Donc c'est pas parce qu'il y a le réchauffement climatique qu'il faut se mettre à tout raser et tout planter des oliviers et des arganiers partout. Voilà. Et d'ailleurs en forêt, on raisonne sur le même principe. Par contre, on ne s'empêche pas quand même de penser à l'avenir. Oui, pas vraiment une question, mais une interrogation en général. Pardon. Sur le changement climatique, il y a des stress hydriques, des stress thermiques, mais il y a aussi un autre paramètre que sont le rayonnement, que sont les radiations. Et là, c'est en train de bouger beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas des incertitudes par rapport à ça? C'est-à-dire la manière dont les radiations plus fortes peuvent griller la végétation, comme on le trouve par exemple pour beaucoup de plantes cultivées. Alors, les UV n'ont pas augmenté dans les latitudes tempérées, donc contrairement à ce qui s'est passé dans les latitudes polaires. Par contre, on a quelque chose qui fait griller les feuilles autant que les épis de blé. C'est certains polluants atmosphériques, en premier rang desquels l'ozone. L'ozone, c'est un poison donc qui est l'ozone ici, à cette altitude, hein, pas à 20 km au-dessus de nos têtes. L'ozone aux basses couches d'atmosphère, c'est un poison qui est largement dû à l'activité humaine et dont la concentration ne cesse d'augmenter. Et ça pose d'énormes problèmes à tous à toute la biosphère végétale. Et donc que vous cultiviez du blé, des pommes ou que vous soyez forestier, on a des pertes de rendement. Voilà. On a des pertes de rendement parce qu'en fait, ça détruit des cellules bien plus qu'il n'en faudrait. C'est le polluant atmosphérique majoritaire qui cause du dégât actuellement. Et pour le limiter, c'est la pollution automobile qu'il faudrait changer. Enfin, il me semble. Après, je ne suis pas un spécialiste de la chimie atmosphérique, mais je crois que c'est ça. Ceci étant, la pollution atmosphérique a quand même globalement baissé dans la région, notamment à partir du moment où les industries très polluantes, notamment celles qui utilisaient du fluor, sont parties. On a quand même éliminé une partie du problème. Après, on peut souhaiter que le développement de motorisation plus propre, participe à faire baisser ce fameux taux d'ozone. J'ai une question sur la régénération naturelle dont vous parliez juste avant. Est-ce que vous avez une idée des proportions sur les renouvellements en cours dans la forêt française entre le matériel génétique local, enfin comme des parents dont vous disiez juste au-dessus, ou bien de la France, ou bien de l'Europe, plus ou moins? Alors la photographie de la forêt française, pour la résumer rapidement, parce qu'on va s'éloigner du sujet des trognes, et sinon Angélique va me taper, c'est 13% de la forêt française qui est composée de plantations d'origine allochtone. Les fameux Douglas du Morvan dont on parle régulièrement, ça c'est 13% de la forêt française. Donc ça veut dire qu'il y en a 87% où c'est un matériel beaucoup plus local. Sur les plantations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les plantations d'essences allochtones, ce sont surtout des essences à courte durée de vie, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elles sont coupées rapidement. Et du coup, on en plante beaucoup, mais en fait, on en coupe beaucoup aussi. C'est ce qui fait que la forêt française ne se transforme pas petit à petit en une immense forêt industrielle de Douglas. C'est parce qu'arrivé à 50 ans, paf, on les coupe. Le problème serait qu'on rase beaucoup de forêts autochtones pour les remplacer par ces plantations-là. Mais les plantations, en fait, ont beaucoup reculé en France, contrairement à une idée reçue. En fait, on a un phénomène de spatialisation de la production forestière, mais comme c'est un peu les conséquences du modèle économique dans lequel on vit, vous allez avoir des régions qui vont se spécialiser dans le Douglas, donc le plateau de Mille Vaches, le Massif central, le Morvan, les zones où il n'y a pas grand monde d'ailleurs, comme par hasard. Et dans ces zones-là, forcément, ça choque. Après, à l'échelle de la France, la forêt française, c'est pas ça. Et globalement, la part de résineux, elle baisse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la part de résineux en France, elle baisse. Et elle baisse même d'ailleurs très vite. Et d'ailleurs, le changement climatique est un auxiliaire de la désenrainisation de la forêt française. Parce que c'est ces plantations allochtones qui ramassent les premières, parce que ce sont les plus artificielles. Après, sur le territoire, nous, on plante un petit peu d'essences qui ne viennent pas de là, notamment dans une optique d'adaptation au changement climatique, mais c'est de l'ordre de 2 hectares par an sur une forêt gérée de 30 000. Voilà, vous voyez le niveau. Mais on le fait un petit peu. Après, ce qu'on essaie, c'est de faire des choses mélangées.
L'idée, c'est de planter beaucoup de génotypes différents. Voilà, c'est de faire une grosse diversité, qu'on ait un panier qui soit rempli de plein de choses, parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça va évoluer. Un grand merci à toi, Eric. Et on peut peut-être